Le langage est une représentation secondaire de l'expérience. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc si vous nous rejoignez aujourd'hui, que c'est votre premier épisode, sachez qu'en fait l'épisode d'aujourd'hui il fait partie d'une petite mini-série qui vise en fait à détailler le principe qui est la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, et notamment en fait en abordant dans chaque petit épisode les différents concepts qui la composent. Donc aujourd'hui, donc dans ce 8e et avant-dernier concept, on va parler encore une fois de plus du langage et de la communication, mais cette fois-ci on va la regarder par rapport à un élément original et nouveau qui est l'expérience. Donc, pour rappel, le concept du jour, c'était « le langage est une représentation secondaire de l'expérience ». Donc, en fait, finalement, ce concept, il traduit bien en fait, le fait que dans des situations, même dans bien des situations vécues, l'histoire que vous raconterez, elle sera toujours plus fade que la sensation de l'expérience vécue. Pour vous illustrer ça, je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple l'exemple d'une aventure mémorable que vous avez avec des potes et que vous voulez la raconter à un de vos amis qui n'était pas là. Donc, finalement, en fait, vous allez bombarder votre interlocuteur avec votre vécu, votre avis, votre ressenti, votre vision et votre souvenir de l'histoire qui s'est vraiment passée. Mais le problème en fait, c'est que même déjà, ça va être, on va dire, assez assourdissant pour lui en face de tout prendre, mais que de toute façon, il suffit même que vous ne soyez pas tout seul à raconter, mais que vous soyez même que deux, et vos avis, tantôt ils vont se superposer ou tantôt ils vont s'écarter, vous n'allez pas avoir le même point de vue ou le même vécu ou autre. Donc du coup, voilà, c'est pour dire que vous vous rendez compte que c'est déjà un peu un fouillis. Et regarde, on va dire que même si vous émettez vraiment du cœur et de la vie, et ben votre histoire, elle restera une histoire. Elle ne vaudra pas l'expérience vraiment que vous avez vécue, donc vous avec vos amis et de tous ceux qui étaient là à ce moment-là. Parce qu'une fois de plus, pour reprendre un concept qu'on a déjà dit, la carte n'est pas le territoire. Et justement en fait, c'est que là, même si vous racontez tellement bien que voilà, vous faites vraiment vibrer la personne qui est en face, parce qu'on va dire que vous y mettez du cœur ou que voilà, vous êtes un bon orateur, et ben en fait, la seule chose que vous allez produire chez la personne d'en face, c'est juste un profond sentiment de frustration de pas avoir été là, de pas avoir vécu cette expérience. Donc pour dire que, on va dire même intrinsèquement, genre le besoin d'expérience, il va se ressentir chez la personne d'en face, parce que voilà, ce que vous allez lui raconter, il connaîtra l'histoire, mais ce qui vraiment le manquera et vraiment le frustrera au plus haut point, c'est de pas l'avoir vécu. Et encore, ici voilà, pour ce petit exemple, on parlait juste d'une simple mésaventure entre copains. Alors imaginez si vous deviez traduire avec des mots ce que vous avez ressenti face à un paysage, après un exploit ou un coup de foudre. Donc là, ça frise carrément la folie. Là. Autant vouloir expliquer le concept de couleur à un aveugle. C'est exactement la même chose. Bon courage. Parce qu'en fait, l'idée du jour, c'est que la narration, la transmission ou l'explication de quelque chose, elle sera toujours, je dis bien toujours, différente de la réalité de l'expérience vécue. En effet, on va dire que même avec les meilleures intentions du monde, j'entends par là, sans vouloir mentir, on va dire pour enjoliver les choses, eh ben on ne transmettra jamais les ressentis de l'expérience qu'on a vécue. Elle sera toujours soit embellie, donc involontairement ou non. Par exemple, elle peut être embellie volontairement si vous voulez faire passer un événement qui s'est produit pour mieux que ce qu'il était vraiment, ou involontairement si au contraire vous avez, je sais pas, voilà, si vous avez été devant un paysage, ou voilà, quand on prend l'exemple du début, si vous avez été face à une expérience mémorable, et bah du coup, voilà, pour vous, ça vous a tellement transcendé que vous en aurez forcément un point de vue et une vision qui est carrément beaucoup trop amplifié par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Donc ça peut être embelli volontairement ou involontairement, ou soit, ce qui est souvent plus probable, comme dans la plupart du temps, en fait, c'est un pâle reflet de l'intensité de l'expérience. Par exemple, je vais prendre l'exemple, si vous essayez d'expliquer à quelqu'un, je sais pas, que vous étiez sur un sentier de randonnée, perdu au milieu de nulle part, oui, je sais, que je vais dire là, pour ceux qui reconnaîtront, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé, c'est quelque chose, on était voilà, perdu au milieu de nulle part sur un petit sentier de randonnée, avec personne que nous, avec le soleil qui se couche dans la mer. Et ben, genre, on essaye de mettre des mots, là, j'ai essayé de vous l'expliquer, mais on peut pas traduire toute l'expérience, tout ce qui s'est passé derrière, tous les vécus, les sensations, le soleil, voilà, qui réchauffe avant qu'il commence à faire complètement nuit. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que, bon, en fait, dans la plupart du temps, même un beau discours que je pourrais faire, même si je faisais un beau récit, même si j'écrivais un bouquin en détaillant tout, même si je faisais un film, et ben du coup, ce serait toujours qu'un pâle reflet de vraiment l'intensité qu'il y avait juste à vivre juste cette expérience-là. Et en fait, finalement, quand on y pense bien, en fait, l'expérience,
elle est quasiment impossible à transmettre. Parce que finalement, elle se vit tout simplement. On ne peut pas vraiment la transmettre. Même par exemple, quand on prend, je sais pas, par exemple, la méthode qui peut être genre voilà, d'être en apprentissage. Donc on va dire voilà, être un petit nouveau qui va avec on va dire un maître pour qu'il nous transmette son savoir. Et ben en fait finalement il nous transmet pas de l'expérience, il nous fait vivre des choses, il nous donne de l'expérience. Voilà, en fait l'expérience on peut pas la donner, on est obligé de l'acquérir par soi-même, d'essayer de la voilà en essayant, en se ratant, en étant sur le terrain quoi. Et l'exemple le plus flagrant pour montrer que justement on peut pas transmettre, ou alors c'est très très dur de transmettre une expérience. Le meilleur exemple je pense que c'est les films d'horreur, parce qu'on va dire que dans la réalité la plupart des gens il suffit juste de vous poser tout seul, ou même de nous poser tout seul, au milieu d'une forêt en pleine nuit, et en fait ça suffit chez beaucoup de gens à provoquer ce que les films ils s'efforcent de faire, d'atteindre on va dire presque la même chose, juste. Et alors par contre eux, pour atteindre ça, il faut qu'ils s'efforcent avec de la musique, de la mise en scène, des effets spéciaux, des méchants vraiment moches, voilà, des morts, alors que dans la réalité, alors que la seule chose qu'ils essaient de faire, c'est un peu le même sentiment de peur que vous avez juste à être voilà, simplement dans une forêt avec on va dire juste les bruits de la forêt, pas des monstres ou des trucs qui vous courent après. Donc du coup voilà, et eux ils sont obligés de mettre toute une mise en scène, tout un truc avec de la musique, avec des screamers et tout ça pour essayer tant bien que mal d'atteindre cette petite expérience que vous auriez vécue si vous aviez été dans la forêt. En plus de ça, je pense qu'en fait finalement l'expérience c'est pour moi le meilleur canal d'apprentissage. Donc je m'explique, en fait c'est parce que pour ça, je pense que c'est pour ça que les praticiens, donc ceux qui sont sur le terrain, qui on va dire qui connaissent la pratique, qui connaissent peut-être pas toute la théorie mais qui connaissent la pratique, et ben ils sont très souvent, même quasiment tout le temps, ils ont toujours l'avantage sur les théoriciens, qui eux voilà connaissent les concepts, voilà les forces, les formules et tout ça. On a tous un peu ça, on connaît tous peut-être dans notre entourage ou autre un oncle par exemple qui est ingénieur ou autre, qui est bardé de diplômes, qui si vous jetez une balle, il est capable de faire le calcul de la balle pour savoir où elle tombe ou autre. En pratique, vous avez toujours un grand-père ou autre, ou voilà, quelqu'un qui est vraiment très pratique. Et ben lui, il a peut-être pas fait d'études. Par exemple, lui, quand il faut qu'il fasse une table, et ben il passe pas 2 heures à faire des calculs pour voir où est-ce qu'il faut qu'il plante le clou. Lui, il plante le clou, ça marche pas, hop, il l'enlève, il le replante à côté jusqu'à ce que ça marche. Donc du coup, voilà, il a d'un côté les praticiens et de l'autre côté les théoriciens. Pour mettre un côté un peu plus mystique derrière, on pourrait dire en fait, c'est ce qui oppose la méthode, on va dire un peu dans l'histoire antique, des Égyptiens et des Grecs. Les Égyptiens, par exemple, s'ils veulent lâcher une balle sur une table depuis une certaine hauteur, et bien ils vont la lâcher à un endroit, si elle tombe à côté, ils vont la décaler un peu, et ainsi de suite, ils vont essayer, jusqu'à ce que ça tombe. Donc c'est des très bons praticiens, puisqu'à la fin, ils sont capables de faire des choses, on va dire juste par une longue suite d'essais-erreurs. Alors que les Grecs, eux, c'est des théoriciens, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de secret, voilà, c'est eux qui sortent des grands trucs philosophiques, des grands calculs et tout ça, pour dire, je lâcherai qu'une seule fois la balle, mais peut-être pour ça, il va falloir que je passe 2 ans à faire des calculs pour savoir où lâcher la balle en fonction du vent ou autre. Donc du coup, en fait, finalement, on va dire que d'un point de vue expérimental, finalement, puisque c'est le sujet aujourd'hui, et du coup, en fait, c'est toujours les praticiens qui ont l'avantage, parce que eux, ils ont fait l'expérience, eux, ils connaissent la réalité de terrain, et surtout, eux, ils sont habitués à ce que tout se passe pas comme prévu et à faire avec pourtant. Parce que les théoriciens sont beaucoup moins aptes à apprécier. Parce que par exemple, voilà, si on peut prendre notre grec qui s'entraîne pour lâcher sa balle, et lui il va devenir fou si au bout de ces 2 ans de calcul, finalement il y a plus de vent qu'au début de ce qu'il avait calculé, et ses calculs sont faux et la balle tombe à côté. Voilà. Je pense que voilà, pour enfoncer un peu toujours l'idée que je pense que l'un des meilleurs apprentissages, c'est vraiment de s'impliquer, c'est de vivre. Il y a une super citation de Benjamin Franklin qui dit tu me dis et j'oublie, tu m'enseignes et je me souviens, et tu m'impliques et j'apprends. Donc pour moi, en fait, voilà, c'est vraiment ça. En fait, pour moi, le meilleur des profs, le meilleur des enseignements, voilà, on va dire le meilleur des profs, c'est pas forcément celui qui explique bien. C'est pas celui forcément qui fait les plus beaux schémas, qui fait les meilleures démonstrations. Pour moi, en fait, c'est celui qui fait vraiment vivre le cours à ses élèves. Celui qui les rend vraiment acteurs de leur apprentissage. Alors oui, je sais, j'étais un peu aussi dans le milieu scolaire. Je sais que c'est parfois très utopique d'essayer de faire ça, de dire ah oui, il faudrait que les élèves soient acteurs de leur enseignement, parce que le plupart du temps, de toute façon, ils s'en foutent, les élèves. On va pas se mentir, on a tous été comme ça. Mais on va dire que je pense que ça reflète vraiment le réel niveau d'implication du prof dans son cours. Parce qu'on va pas se mentir, finalement, tous les profs, même les élèves, tout le monde, ils savent que finalement, un élève, il réussira beaucoup mieux et il comprendra beaucoup mieux seulement s'il s'implique. Mais on va dire, dans la vie, il y a 2 différents types de profs. Il y a les profs qui envoient les élèves au tableau et il y a ceux qui distribuent juste le corrigé. Pour vous donner encore un exemple,
durant mes études en fac de sport, en fait, j'ai connu 2 profs juste la première année dès que je suis arrivé. Donc le premier prof, en fait, c'était un prof qui était agrégé qui donnait des cours à la fac de médecine. Donc c'était aussi le directeur de l'école de kiné et c'était un grand médecin, voilà, un peu reconnu parmi les siens et tout ça. Et de l'autre, en fait, c'était juste un prof normal. Il n'est pas de doctorat, il n'avait pas non plus la classification de maître de conférence ou autre. Et en plus, il était petit. Donc, vous pourrez me dire, il y en a un qui partait avec moins de prérequis que l'autre. Et finalement, quand on regarde bien, le premier, il s'en foutait de nous. Parce que finalement, nous, on lui faisait perdre son précieux temps avec nos questions stupides de sportifs, de demander pourquoi ça c'était ça ou pourquoi. Donc là, vous allez me dire, oula, ok, bon, t'as changé, c'est quoi cette haine gratuite pour tirer dessus? Ben non, pas du tout, c'est même pas de la haine parce que c'est juste objectif. C'est lui qui le disait, en fait. Il était clair et dès le début, il nous disait qu'il y aurait ni question, ni demande de ralentir son cours ou autre, rien. Que lui, il s'asseyait, en fait, vraiment ça. Il s'asseyait, il lisait ses diapos à une voix, mais genre, une voix à endormir les volcans, vraiment, voilà, on est sur du bon niveau. Et dès que l'heure sonnait, il prenait ses affaires et il partait sans se retourner. Peu importe si les gens voulaient demander ou autre, ou même se mettait limite en travers de son chemin pour lui demander des choses, paf, il s'en foutait parce que il avait donné la connaissance, il vous a dit, je vous ai donné la connaissance, donc maintenant, c'est bon, vous devriez l'avoir apprise, vous l'avez. Donc l'autre prof, par contre, lui, il n'avait pas une matière qui était non plus facile, parce que lui, dites-vous qu'il donnait des cours sur le droit du sport à des sportifs. Donc quand on arrive, même si ça fait très stéréotypé de dire ça, mais on est un peu tous fous, on veut tous un peu faire du sport, courir partout, monter sur les murs et tout ça. Et donc du coup, là finalement, on s'assoit dans un immense amphi où il y a 650 personnes, avec juste un petit mec qui est en bas d'un amphi, avec un micro et qui dit « Bon, je vais vous parler du droit ». Là, vous dites « Génial, bon, il va falloir s'accrocher ». Donc autant dire que, voilà, on va dire qu'il partait avec pas plus de prérequis ou de prédispositions que le premier à nos yeux. Mais en fait, finalement, la seule chose qui changeait par rapport au premier, c'est que lui, en fait, c'était un praticien. C'était un mec qui était habitué à être au contact avec les élèves et qui avait aussi très bien assimilé le concept de Pomodoro. Donc le concept de Pomodoro, alors je ferai peut-être un épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou autre si vous voulez que j'en fasse un pour vous expliquer un peu le concept. Mais en gros, c'est de se dire que le cerveau pas se concentrer suffisamment longtemps et donc du coup, il lui faut des petites pauses partout. Et donc du coup, lui, il avait bien compris que le cerveau humain, il avait beaucoup de mal à rester concentré sur une tâche précise pendant longtemps, et même celui d'un étudiant encore plus. Donc du coup, toutes les 15 à 20 minutes, il détournait l'attention, soit par une plaisanterie, ou soit en nous demandant ce qu'on ferait dans telle ou telle situation. La plupart du temps, même par rapport au cours, par exemple, il disait, voilà, je vous ai appris ça, voilà par exemple, voilà le texte, et hop, tiens, toi là-bas, si jamais t'étais confronté à telle situation, qu'est-ce que tu ferais, avec là ce qui est marqué, à quoi tu ferais recours, ou qu'est-ce qui pourrait peser contre toi comme charge ou autre. Voilà. En fait, finalement, il nous faisait participer verbalement, donc en nous demandant, et fois même physiquement. Voilà, et des fois, il faisait des espèces de petites mises en scène ou autre en bas de l'amphi. Donc du coup, voilà, on en sentait vraiment impliqué. Et donc finalement, on a retenu certaines choses parce qu'ils nous ont fait rire dans ces blagues ou autres, mais en fait, on en a compris et appris beaucoup plus parce qu'on les a vécus, parce qu'il nous a fait participer, parce qu'on était dedans, parce qu'on revoit encore nos potes, voilà, à la place, voilà, je sais pas, du mec qui vient protester parce qu'il y a tel petit truc sur le droit ou autre. Donc du coup, voilà, on était vraiment dedans. Il faut savoir qu'en fait, c'était le CM où il y avait le plus de monde. Donc pour info, ceux qui sont pas à la fac ou qui n'ont pas été ou autre, donc du coup, un CM, donc c'est un cours magistral, et en gros, ça veut dire un cours où personne ne vous donnera de compte, personne ne vous reprochera rien si vous venez pas. Donc voilà, c'est pour dire que en gros, votre seule présence, elle dépend juste de votre propre motivation. Et donc du coup, finalement, c'était le CM où il y avait le plus de monde parce qu'en fait, il était vivant. En fait, c'était pas juste un cours, c'était une expérience, c'était une aventure. On venait là, on venait pas juste pour qu'on nous balance de la connaissance en sortant des bouquins ou de 200 ans d'expérience. C'était juste, voilà, de dire, vous allez vivre des trucs, vous allez participer, et le fait de vous impliquer, pour reprendre l'exemple de la citation de Benjamin Franklin, voilà, le fait de nous impliquer, du coup, on apprenait beaucoup mieux. Donc du coup, je pense que vous me voyez venir, c'est un peu logique, même, je ne vais pas vous annoncer un truc révolutionnaire, mais inutile de préciser que dans les résultats, à la fin du premier semestre, du coup, avec le premier, ils ont été catastrophiques pour toute la promo, absolument quasiment tout le monde, alors que finalement, ils ont été très bons, ou alors beaucoup moins mauvais, parce qu'il y en a quand même qui creusaient le fond, mais voilà, ils ont été quand même bien meilleurs sur le second, donc du coup, on a vraiment participé. Je tiens tout de suite aussi à préciser que le but ici, c'est pas de glorifier certains profs, de les mettre sur un piédestal ou d'en démontrer d'autres. Le but, en fait, c'est juste de vous montrer un exemple objectif de ce que c'est que l'implication et l'expérience et comment, en fait, elles
elle peut être beaucoup plus efficace sur l'apprentissage. En fait, on peut apprendre, voilà, en lisant des bouquins, en regardant des formations, en allant, voilà, à des séminaires ou autres. Mais finalement, vous serez jamais aussi bien formé que quand vous serez vraiment là dans l'expérience. Vraiment, c'est vraiment en train de la lire. Vous pouvez lire, je sais pas, des livres de survie ou autre. Donc voilà, vous pouvez être un bon théoricien, de dire ah oui, alors si je suis dans telle situation, je prends tel arbre, avec ça je peux faire du feu ou faire une cabane ou autre. Mais bon, vous serez toujours plus mauvais que le mec qui a peut-être pas lu tous ses bouquins ou autre, mais qui passe son temps lui dans la nature à dire bon, j'ai essayé ce bois-là, ça marche pas, j'ai essayé ce bois-là, ça marche pas. Bon là il pleut, du coup, vaut mieux que je fasse ça, vaut mieux que je fasse ça. Donc c'est pour vous dire qu'en fait finalement au niveau de l'apprentissage, il y aura toujours un avantage pour ceux qui ont privilégié l'expérience à, on va dire, juste la connaissance. Donc voilà, avant le petit call to action qui est à la fin de tous les épisodes, donc la petite passage à l'action. Donc du coup, comme vous le savez sûrement, donc en ce moment même, là, j'enregistre là, on est à fin avril. Donc du coup, en ce moment même, en fait, la série Game of Thrones, elle passe son plein pour l'ultime saison. Et donc du coup, à cette occasion, j'ai décidé de vous préparer une série de petits mini-articles donc sur les différents personnages emblématiques de cette série. Et donc du coup, à ce titre, en fait, j'ai fait des petits articles qui sortent tous les jours à 19h. Donc si vous voulez aller voir, c'est très simple, il suffit juste de vous rendre sur la page Facebook, donc tapez juste Electron Penseur, et donc du coup là vous verrez, vous pourrez être tenu comme ça au courant des derniers articles et des derniers épisodes du podcast. Et donc du coup voilà, si ça vous intéresse, vous savez où trouver ça. Voilà, alors du coup, moi je passe maintenant à mon petit call to action. Comme nous l'avons vu au début, aucun mot, aucun film, aucun discours ne peut remplacer l'expérience vécue. Le conseil du jour, c'est de vous acheter des expériences. Avec votre argent, mais pas seulement. Surtout avec votre temps. Acheter des livres ou des documentaires, c'est sûrement un des meilleurs investissements pour vous et pour l'humanité. Mais rien ne remplacera l'expérience, le vécu. Achetez-vous des expériences de voyage, de sensations fortes, d'introspection. Vous pouvez lire tous les livres sur la randonnée ou le trekking. Rien ne remplacera le sentiment de liberté et d'aventure d'avoir un sac de 15 kilos sur le dos, avec pour seule certitude le pas d'après. Vous pouvez voir tous les films et reportages sur le Japon. Jamais ce ne sera comparable à la vision du mont Fuji, sous un cerisier japonais bercé par la brise. Vous pouvez faire toutes les études que vous voudrez, rien ne remplacera la réalité de terrain. Les avancées, les victoires, les découvertes, les réussites ne sont ni dans les bibliothèques, ni sur les bancs des universités, ni dans les petites maisons bien rangées. Elles se font là, dehors, dans les laboratoires, dans les lieux reculés et désolés, dans les endroits lugubres et mal éclairés. Elles sont dans les déserts et les océans, dans les lieux où personne ne va et dans ce que tout le monde emprunte tous les jours. Elles sont dans les rencontres, dans les mésaventures, dans les éclats de rire et les pleurs. Elles sont en dehors de la route et parfois juste au milieu. Elles se nourrissent de vos choix, de vos décisions, de vos convictions, de votre attention. Elles sont l'essence même de la vie, l'expérience. L'expérience sans laquelle la vie n'aurait ni sens, ni but, ni mémoire. Elles se font dans la poussière, la sueur, le sang et les larmes. Elles sont dans tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous testez, tout ce que vous tentez, tout ce que vous ressentez. Elles sont dans tout ce que vous vivez. Alors saisissez ces expériences, vivez-les, vivez le monde au lieu de le regarder par le trou de la serrure. Le monde n'est pas dans votre routine quotidienne, il est là, dehors. Alors, comment allez-vous le vivre ?